Bonjour! Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier 4 personnes en particulier. Aline, Marc, Romain et Philippe. Ce sont les 4 grands mécènes de ce mois-ci sur Tipeee. Je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de l'épisode. Je tenais à les remercier particulièrement pour leur soutien. Allez, on lance l'épisode. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 46. Maud et la France anglaise, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Le titre de l'épisode que vous venez de lancer vous a peut-être un petit peu intrigué, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la France, mais avec un point de vue anglais, à partir de l'étude d'un texte de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois Maud Dumora-Bordesoul. Bonjour Maud. Bonjour Fanny. Maud, je te reçois aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire de littérature française médiévale. Oui, aujourd'hui je reçois une littéraire qui a étudié le Moyen-Âge, mais je pense qu'on peut quand même dire que tu es une médiéviste. Donc un mémoire soutenu il y a quelques semaines à l'université Bordeaux-Montaigne, sous la direction de Nelly Labert, et tu étudiais un texte un petit peu particulier. Alors je te propose qu'on rentre directement. D'habitude je fais un peu plus d'introduction, je demande comment tu as choisi le sujet. Là je te propose Maud, on va rentrer directement dans le sujet. Et je veux que tu me parles de ce texte que tu as étudié, que tu nous racontes un petit peu son histoire, qui l'a écrit et pourquoi. Alors c'est une très bonne question, et parce que c'est un texte assez particulier, effectivement. C'est une sorte d'ovni, je trouve. Du moins, quand j'en ai pris connaissance, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce texte ? Ça ressemble à rien de ce que je connais. Alors, ce texte, il s'appelle « Les manières de langage ». Donc, manière de langage au pluriel, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions de ce texte-là. On a une première version de 1396, une deuxième de 1399 et une troisième de 1415. Donc, on est vraiment à cheval entre les deux siècles, mais bon, quand même, ça tire plus vers le 15e que le 14e siècle. Ce texte, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est que c'est un véritable manuel de conversation pour apprendre le français, mais pour des Anglais, et écrit par des auteurs anglais. Donc le fait que ce soit écrit par des auteurs anglais, ça change à peu près tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez apprendre la langue anglaise, vous pouvez vous tourner vers des manuels A6000 par exemple, qui vont être édités par des spécialistes, par des linguistes. Ou alors, vous pouvez directement acheter des ouvrages anglais, d'auteurs anglais, pour apprendre la langue anglaise. Mais ici, pour ce manuel de conversation de français, comme ce sont des auteurs anglais qui ont écrit ce manuel-là, alors ils parlent français, mais ils ont forcément une certaine vision de la langue française, une certaine perception aussi des Français, des locuteurs français. Et forcément, ça biaise un petit peu l'enseignement en soi, et ça nous donne pas mal d'indications sur la manière dont les Anglais, de manière générale, percevaient les Français. Comme aujourd'hui, on peut avoir tout un tas de stéréotypes sur les Allemands, sur les Anglais, les Espagnols. On va dire que les Italiens, ils parlent fort. On va dire que les Anglais sont un peu flegmatiques, que les Allemands, ils aiment bien, ils obéissent bien, ils sont bien rigoureux, bien stricts. Là, c'est pareil, sauf que bien évidemment, c'est pas aussi prééminent, on va dire, que les stéréotypes que je viens de vous énoncer. C'est pas, on ne le sent pas tout de suite. C'est plus dans la manière dont la langue va être représentée, aussi les réponses en fait des différents personnages, et aussi dans la manière dont les personnages sont représentés. Alors à cette époque, quelles sont les relations entre la France et l'Angleterre, donc fin 14e, début 15e siècle ? Alors elle est assez particulière, la relation française-anglaise à cette époque-là, puisqu'on est en plein cœur de la guerre de 100 ans. Voilà, la fameuse guerre dont on entend parler, on ne sait pas trop ce que c'est assez mythique pour nous aujourd'hui, assez légendaire. Alors déjà, première information, elle a bel et bien duré 100 ans et même un peu plus,
puisque le début fait un peu débat, on va dire, mais on considère qu'elle commence en 1338, si je ne me trompe pas, et qu'elle se termine dans les années 1450 à peu près. Donc on est vraiment sur une grosse centaine d'années. Et cette guerre, elle oppose les Anglais contre les Français. Pour aller vite, pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre-là ? C'est qu'il se trouve que le roi Édouard III d'Angleterre peut prétendre au trône français et être roi de France par sa généalogie, puisqu'il a un membre de sa famille qui est notamment une femme, qui est reliée à l'arbre généalogique des rois français. Et ça embête bien les Français, puisque encore aujourd'hui, les Anglais et les Français aiment bien se taquiner. Mais à l'époque, c'est pas qu'ils aiment bien se taquiner, c'est que c'est des jeux de pouvoir et c'est de la politique. Et si la France est anglaise, ça pose problème, puisque ça reste l'île et le continent. Donc mon texte est situé à peu près au cœur de cette guerre-là. La particularité, c'est que les bornes de 1396 et 1415 correspondent à une trêve dans la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre cessent les combats. Il y en a plein, des trêves pendant la guerre de 100 ans. Ce qui est très important, puisque, je le rappelle, c'est un manuel de conversation. Donc, c'est-à-dire que les Anglais cherchent à apprendre le français. Alors nous, ça nous paraît bizarre, je reviendrai plus tard là-dessus, mais ça nous paraît bizarre, puisque si les Anglais et les Français se font la guerre, pourquoi chercher à apprendre la langue de l'ennemi ? C'est justement parce qu'il y a cette période de trêve qui permet l'apparition de ce type d'ouvrage, et c'est une sorte de temps suspendu, on va dire, où ce type d'ouvrage peut apparaître. Ce n'est pas la paix complètement, puisqu'on reste quand même sur une toile de fond assez tendue. Mais cette période de trêve est une porte ouverte pour une forme d'exploration de la langue française et du rapport des Anglais et des Français. Et en étudiant ce texte, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire, Maude ? Alors, ce que j'ai voulu montrer d'abord, c'est j'ai voulu rendre compte de la singularité déjà du texte en lui-même, que je trouve très étonnant, mais aussi du caractère entre deux rives des manières de langage. Tout manuel de conversation est entre deux frontières, entre deux langues, c'est la nature même d'un manuel de conversation. Mais ce que je trouvais particulièrement intéressant avec les manières de langage, c'est qu'elles s'inscrivaient dans un entre-deux politique, dans un entre-deux linguistique, un entre-deux culturel aussi. Et j'ai voulu aussi axer l'étude de ce texte-là autour d'une question aussi politique, puisque c'est d'abord donc un ouvrage didactique pour l'enseignement du français. Mais au fur et à mesure de mon étude, je me suis rendu compte que cette didactique, elle était mise au service d'une politique, c'est-à-dire que en enseignant le français, on cherche aussi, les auteurs anglais cherchent aussi à représenter le français, qui est toujours l'ennemi quand même. C'est un rapport assez complexe, assez paradoxal presque, puisque les relations franco-anglaises, alors certes, comme je le disais, sont hostiles, mais il y a aussi, c'est un détail, mais la vie continue aussi, malgré la guerre. Les Anglais et les Français continuent de commercer. Il faut savoir qu'en Angleterre, on parle français, que le français est une langue de culture, donc on lit le français, on partage des histoires en français, donc c'est aussi un fait culturel, le français. C'est quelque chose que la France et l'Angleterre partagent, ont en commun. Donc j'ai voulu bien évidemment axer mon étude sur le côté politique, mais aussi culturel, voir comment est-ce que cet ouvrage faisait le lien entre l'Angleterre et la France à cette période assez charnière. Raconte-nous, Maude, quelle vision de la France et des Français donne cet ouvrage ? Alors, je vais commencer par la vision des Français et même pour commencer, du français, de la langue française, parce que c'est le point de départ. Alors, les Anglais, comment est-ce qu'ils considèrent le français ? Un petit point historique pour comprendre, le français est implanté en Angleterre depuis l'arrivée de Guillaume le Conquérant. Ça doit vous rappeler... Donc début 11e siècle. Voilà, des souvenirs peut-être de primaire ou de collège, peut-être que vous avez entendu ce nom ou en cours d'anglais, Guillaume le Conquérant. Qui est-ce qu'il est ? C'est un Normand, donc il est d'origine française, on va dire. Il arrive en Angleterre, le peuple anglais parlait anglais, le vieil anglais. Et il y a une sorte de mix entre l'anglais et le français de Normandie. Et ça va donner l'anglo-normand, qui est une branche du français. Une qui est très bien établie et qui a perduré très longtemps durant tout le Moyen-Âge. Et à partir du moment où le français s'est implanté en Angleterre,
il faut savoir donc qu'il s'est implanté avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant, qui est devenu roi d'Angleterre. Donc cela signifie que l'élite anglaise parlait français, puisque c'est la langue du roi, c'est une langue de prestige qui véhicule une idée culturelle élevée qui est partagée par l'élite. Donc, quand on se rend à la cour de Guillaume Ier, on parle français, puisque c'est plus élégant, ça fait plus chic. Le français va garder ce statut durant à peu près tout le Moyen-Âge, jusqu'à notre période 14e, 15e siècle. C'est-à-dire qu'il est parlé par le roi. C'est la langue maternelle du roi d'Angleterre. Nous, ça nous paraît aujourd'hui complètement fou. Mais donc, le roi d'Angleterre parle français. La cour parle français, les nobles parlent français. Donc ça fait quand même un petit bout de monde. Mais bon, le peuple continue de parler anglais, qui est considéré comme la langue populaire, la langue aussi de la campagne. Et on a à ce moment-là une forme de hiérarchie entre l'anglais et le français. Le français est considéré comme étant supérieur d'un point de vue culturel, et l'anglais vraiment relégué presque aux campagnes, on va dire. À la différence de la France, par exemple, tout le monde parle français. Alors, il y a différents dialectes selon là où les Français habitent. Le breton pour les Bretons, le picard dans le nord de la France, le lorrain, l'occitan. Voilà, il y en a beaucoup. Et en France, donc, il y a cette diversité de français. Mais pour donner un point de comparaison, la langue, on va dire, la plus élevée culturellement, c'est le latin en France. Donc ça veut dire que ça fait mieux, en gros, de parler latin, du moins de pratiquer et d'écrire latin, que d'utiliser le français en France. Et on voit qu'en Angleterre, du coup, c'est le français qui a pris la place du latin. Donc c'est quand même très fort. Mais quel français ils parlent, en fait, à ce moment-là ? Très bonne question. Donc c'est vrai qu'on dit français, mais c'est un abus de langage. On va peut-être un peu vite en besogne en disant ça. C'est justement l'anglo-normand. Alors l'anglo-normand qui évolue bien évidemment, mais c'est cette branche-là du français comme si c'était un autre dialecte, en fait, à côté du breton, à côté du picard ou à côté de l'occitan. Exactement, sauf que l'anglo-normand a la particularité d'être d'être influencé par l'anglais, quand même. Puisque l'anglais, ça reste quand même la langue maternelle des Anglais, alors sauf du roi. Parce qu'il faut savoir que dès le XIIIe siècle, les Anglais sont de langue vraiment maternelle anglaise et ils ressentent déjà des difficultés à parler français. C'est-à-dire qu'à partir du XIIIe siècle, on a les premiers manuels didactiques du français. Donc ça montre bien que la population a besoin de rafraîchir ses connaissances. D'entretenir en fait ce qu'ils ont appris pendant les siècles précédents, mais là c'est en train de se perdre, alors pour éviter de le perdre, on le fixe dans des manuels. Voilà, c'est l'idée. Et justement, les Anglais sont les premiers à fixer la langue française à l'écrit. On entend souvent parler de la grammaire de John Palsgrave au XVIe siècle, qui est considérée comme la première grammaire du français. Déjà, c'était un anglais. Mais j'ai même envie de remonter un peu avant, même si ce ne sont pas véritablement des grammaires au sens moderne, mais on a déjà des premiers manuels didactiques du français. Il y a déjà une réflexion autour de la langue française, de la manière de l'enseigner en Angleterre. Voilà, un petit tour historique comme ça pour que vous compreniez bien, parce que ça va conditionner la représentation justement des Français de la part des Anglais. Parce que là, après tout ce que tu as raconté, là on arrive à la fin du XIVe siècle, donc là effectivement, les gens ont encore plus perdu le rapport au français et essayer de l'entretenir malgré la guerre et tout ça. Oui, c'est ça, même si le français continue à être parlé. C'est ça qui est un petit peu particulier, c'est qu'il y a des manuels qui surgissent parce qu'il y a une demande, on souhaite apprendre et perfectionner son français, mais pour autant ça ne veut pas dire que plus personne sait parler français en Angleterre. C'est plus la langue des rois maintenant, le français. La langue des rois, c'est l'anglais à partir de Henri IV. On est en 1399, si ça vous dit quelque chose, cette date. Alors attends, rafraîchis-nous la mémoire. Et les manières de langage, les 3 dates, 1396, 1399, 1415. D'accord. Donc, effectivement, on arrive au XIVe siècle, on a de plus en plus de manuels didactiques du français, il y a une vraie volonté d'apprendre le français. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite apprendre le français, me direz-vous ? Parce que bon, certes, c'était la langue du roi et des nobles, mais ma foi, la guerre de 100 ans a peut-être terni l'image du français. Alors, le français, malgré tout, malgré la guerre de 100 ans, reste la langue de prestige. Elle est considérée comme étant noble, gracieuse, belle, élégante, charmante. C'est presque une mélodie, le français. C'est les mots que tu trouves dans les textes ? Exactement. D'accord. À part le mot élégant qui n'y est pas, mais ça résume l'idée, on va dire. C'est tous les termes de noble, gracieux, beau, etc. sont présents dans les manières de langage. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore cette image
que le français est encore considéré un petit peu comme une langue un peu chic et tout ça. Quand tu vas dans les pays anglo-saxons, on dit oh là là, it's so chic you speak French et tout ça. C'est vrai, c'est tenace. Il y a quelque chose que véhicule le français qui est de l'ordre peut-être de la chanson, peut-être d'une certaine... peut-être le rythme du français qui est agréable à l'oreille, comme on peut dire que l'italien peut être chantant aussi. Les langues latines ont peut-être ce caractère chantant, mélodieux. Et il y a notamment un proverbe du XVIIe siècle, mais je trouve que ça colle aussi bien aux manières de langage. Je vais vous le donner de manière partielle, qui dit « L'anglais pleure, l'allemand hurle et l'espagnol parle ». Oh, attends, qu'est-ce que ça veut dire alors ça ? Ça rend compte de la perception des langues par les Européens en soi. Alors ici, le point de vue, il est plutôt espagnol, puisque si c'est l'espagnol qui parle, c'est comme si sa langue était la plus à même de parler et d'être le langage des hommes. Mais voilà, ça donne une idée de la manière dont on pouvait ou dont on peut encore percevoir les langues uniquement par leur sonorité, et pas uniquement par les locuteurs. Déjà, la manière... Au-delà de l'histoire, en fait. Au-delà de l'histoire, c'est les sonorités qui tiennent encore. Exactement. Donc, encore aujourd'hui, on a cette image... à l'étranger, on a l'image des Français. Oh là là, qu'est-ce que c'est élégant, qu'est-ce que c'est... Oh là là, parler français, c'est sûr qu'on est un grand séducteur, machin. Donc, avec toutes ces qualités d'élégance, de noblesse, de beauté, qu'on a déjà donc, dès 1396, va se dessiner, s'esquisser, à partir de ces sonorités-là, une image des Français. Déjà chez les Anglais. Donc là, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet par rapport aux manières de langage. C'était un grand détour, mais c'est nécessaire pour comprendre vraiment aussi comment percevoir ce texte-là. Donc, on garde en tête toutes ces qualités-là, qui sont quand même assez sympas. Donc, les Anglais, dans les manières de langage, dans leur manière d'écrire, vont laisser sous-entendre que les Français s'expriment de manière élégante. Et effectivement, donc c'est toute une série de petits dialogues, en fait, les manières de langage, où il va y avoir deux personnages, deux locuteurs qui vont discuter. Alors, ça peut être dans différentes situations, à l'auberge, sur la route, sur le marché, peu importe. Et ça va essayer de brosser un maximum de situations possibles. Allant du marchandage, comme simplement demander son chemin, simplement apprendre les salutations, etc. Et on se rend compte, du moins j'ai eu cette sensation-là quand je lisais des dialogues, que les Français qui étaient représentés s'exprimaient toujours de manière très élégante. Beau sire, pouvez-vous... alors, je vais pas vous la faire à la mode médiévale. C'est dommage. Non, c'est vrai, mais j'ai pas l'accent, j'ai pas ce qu'il faut, mais ça donne quelque chose comme ça, on va dire... je vais moderniser en gros le texte, mais ça donne « Beau sire, pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît ? Volontiers, mon ami, tu dois prendre la droite, etc. » Il y a une forme de courtoisie, alors non pas courtoisie médiévale, comme on peut l'entendre, mais une courtoisie au sens moderne, une forme de politesse, d'élégance dans le ton. Donc ça donne une image des Français très raffinée, quelque part. On se rend compte quand même que plus on avance, plus on lit, on va dire, les manières de langage, et il y a quelques interférences, on va dire. C'est pas forcément... Le français n'est pas toujours exemplaire. D'accord. Par exemple, le français peut être grossier. Il peut dire des injures, il peut jurer. Attends, dans ce texte qui est censé être didactique et instructif, on apprend les injures ? Absolument, il y a même des listes d'injures. Il y a toute une liste d'injures dans la manière de 1399. Si vous voulez apprendre à insulter quelqu'un à la mode médiévale, je vous invite à vous référer à la manière de 1399. Attends, on mettra sur le site passionmédiéviste.fr une liste d'injures parce que comme ça, les gens iront voir. Si vous voulez aller voir comment injurier comme au Moyen-Âge, ça peut toujours être utile. Voilà, avec plaisir. Après, c'est à la manière anglaise, franco-anglaise, on va dire. Hein. Ce sera des insultes originales. Voilà, vous sortirez forcément... du lot avec ces insultes-là. Et effectivement, on a des Français qui se montrent grossiers dans le texte, donc on peut être étonné de la nature exemplaire, en fait, de ce genre de manuel, puisqu'on s'attend à ce que ce soit tout à fait poli et qu'on apprenne à parler français pour être poli avec les Français. Donc déjà, on se dit, bon, ça coince peut-être un peu, c'est un peu bizarre. Aussi, on a une image des Français beaux parleurs, menteurs. Ah oui. On en a pas mal, c'est surtout des valets qui sont menteurs. Ah, parce qu'on a dans ce manuel, on sait qui parle, on a des didascalies un petit peu en quelque sorte. Alors, on n'a pas de didascalie. Je ne crois pas que ça existe encore, mais disons qu'on a une mini-introduction à chaque dialogue. Par exemple, voici la manière de parler d'un seigneur qui chevauche sur son chemin et il parle ainsi à son valet, 2 points.
Et, enfin, 2 points. C'est pas écrit dans les manuscrits les 2 points, mais dans les éditions modernes, c'est écrit comme ça. 2 points, ouvrez les guillemets, et c'est parti. On a le seigneur qui va s'adresser à son valet. Et on sent même dans le ton de chaque personnage qu'il y a un statut social bien figé, on va dire. Mais généralement, alors ces dialogues-là, c'est par 2, toujours, c'est par pair. Certainement pour ne pas perdre le lecteur, puisque il n'y avait pas de ponctuation dans les manuscrits. Donc, si vous multipliez le nombre de personnages, de locuteurs, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il n'y a pas de retour à la ligne? De ce que j'ai vu dans un manuscrit, non. Ah ouais, mais comment il faisait alors pour savoir qui parle? C'est compliqué. Et justement, c'était par ces introductions, par ce côté « il dit tout ainsi ». Par exemple. D'accord. Et ensuite, vous allez avoir « Monseigneur, j'ai fait ce que vous vouliez que je fasse. Jeannin fait ceci ». On a, on va dire, des termes d'adresse qui permettent de bien distribuer la parole. C'est assez facile à suivre, il faut quand même rester concentré parce qu'on n'a pas le « dit-il » ou « dit un tel », donc il faut rester concentré quand on lit. Donc effectivement, on a vraiment des personnages bien caractérisés. On a des seigneurs, on a des valets, on a aussi des compagnons. Donc les compagnons, ça peut être... non pas des paysans, mais on va dire des personnes qui vont effectuer un travail d'artisan, qui vont se balader à travers la France pour faire leur compagnonnage et qui vont être d'une classe sociale pas très élevée. Donc on a aussi ce registre de langue-là qui est propre à une classe sociale. On a des paysans aussi. On a quelques femmes, on a des aubergistes et puis on a des personnes qui ne sont pas spécialement déterminées, des clients par exemple dans une auberge, des marchands, ce genre de personnes. On a des enfants aussi, rares, on a quelques enfants. Est-ce qu'on voit des différences entre la façon de parler des hommes et des femmes? Non, j'en ai pas spécialement relevé puisqu'ils s'adressent l'un à l'autre avec les termes de sire ou de dame. Donc c'est très facilement interchangeable. Et d'ailleurs, il y a des aubergistes femmes. Donc on voit que oui, les femmes pour avoir des métiers comme ça au Moyen-Âge, c'est toujours une preuve de plus. Absolument. Donc même si ce n'est pas flagrant, mais on voit bien que quand un client s'adresse à l'aubergiste et qu'il lui dit dame, on comprend que c'est une femme. Est-ce qu'il y a que des dialogues ou est-ce qu'on a aussi de la grammaire, de la conjugaison en français? Non, c'est la particularité, c'est même la singularité des manières de langage, c'est qu'il n'y a que des dialogues. Il n'y a aucune leçon. C'est-à-dire que les manières de langage sont un manuel de perfectionnement du français. Donc ça montre que déjà le français était bien pratiqué en Angleterre. Du moins, ceux qui pouvaient se servir de ce manuel-là étaient quand même assez aguerris en français. Il y avait besoin certainement d'apprendre des tournures idiomatiques. Déjà, ça veut dire que les personnes qui avaient ces manuscrits savaient lire. Oui, déjà. Oui, c'est déjà important. On a déjà une petite partie de la population qui pouvait avoir accès à ces manuscrits. Exactement, c'est un très bon point à relever. Alors c'est sûr que ça va pas être le petit paysan anglais au fin fond de l'Angleterre qui va lire ce genre d'ouvrage, mais disons que dans les villes, à la fin du XIVe et même tout au long du XVe siècle, on a une forme de ce qu'on appelle une littératie. C'est une forme d'alphabétisation, en gros, qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à l'écrit, qui ne savent pas forcément écrire, qui savent simplement, par exemple, tenir une plume et savoir signer. Déjà, ça peut suffire. Mais qui savent au moins lire, qui peuvent déchiffrer un texte. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur les Français dans ces manuels? Alors, les Français, ils sont aussi arrogants. Ils vont vite être colériques dans la manière dont ils répondent aux autres personnages. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les Français sont aussi définis en contrepoint par rapport aux Anglais. C'est-à-dire qu'on a quand même des mini-portraits d'Anglais, mais le portrait des Anglais est plus subtil. On a des Anglais plus flegmatiques, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément s'emporter à la moindre réplique. On a des Anglais qui sont peu enclins à la colère, mais je dirais qu'ils restent assez rêveurs. C'est-à-dire qu'ils aiment bien croire les rumeurs, les bruits qui courent. Comme par exemple, il y a une discussion entre un voyageur français et un Anglais. Donc là, on est un peu à l'envers. Mais ils discutent sur le chemin. Ils deviennent un peu copains, puisque l'Anglais lui dit « Je vais t'ouvrir un verre. Je vais vous... venez avec moi. Votre courtoisie, votre gentrise sont absolument fantastiques. » Non. On devrait parler comme ça aujourd'hui. Oh là là, on a perdu des choses. Ah oui. Et du coup, ils vont boire un verre, très certainement dans une taverne ou une auberge. Et l'Anglais pose des questions au Français en lui disant « Ah, j'ai entendu parler de Paris, j'ai cru entendre qu'ils avaient là les meilleures écoles, les meilleures universités. » Le Français dit « Oui, c'est vrai, etc. Paris, c'est super, voilà. » Oui, voyons. C'est toujours le cas. Mais, et l'Anglais qui continue de dire « Mais il me semble que certains écoliers apprennent la nigromancie. » Qu'est-ce que c'est que ça? La nécromancie en français moderne, l'étude... des sciences occultes relatives à la mort.
donc quelque chose de pas du tout scientifique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça fait dans ce texte alors ? Voilà, j'ai un mot comme ça en plein milieu, la nigromancie. Je me dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que ça vient faire dans les manières de langage ? C'est le personnage anglais qui fait cette réflexion-là. Et le personnage français de répondre « Mais non, c'est tout à fait faux, ce ne sont que des rumeurs que vous avez entendues là, je n'ai jamais vu ou entendu quoi que ce soit de la sorte, vous vous trompez. » Et l'anglais continue comme ça avec deux, trois informations. Ah, j'ai entendu dire que Orléans, c'était, comme on dit par chez nous, bien près d'être le but du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? En langage, on va dire plus moderne, c'est que Orléans, c'est au bout du monde. Alors que bon, Orléans, c'est à peu près au milieu de la France, grosso modo. C'est bizarre comme réflexion. Et le français lui dit, mais pas du tout, j'y suis déjà allée, c'est très joli, c'est une très jolie ville, mais... Et en plus, il n'y a pas encore eu Jeanne d'Arc à cette époque-là. Non, donc il n'a pas d'excuse, mais c'est sûr que je pense que maintenant les Anglais savent où est Orléans. C'est pas au bout du monde. Mais voilà, c'est deux petits exemples comme ça pour montrer que les Anglais ont l'air de bien aimer croire des choses assez sensationnelles, alors que finalement, c'est beaucoup plus simple. Parle pas de grenouille, non, dedans ? Ah non, l'image du français comme étant une grenouille, ça apparaît plutôt au XVIIIe siècle, ça. Je sais, c'est trompeur parce qu'il arrive sans interprète et tout, mais il comprend jamais un broc de ce qu'on dit. On aurait pu dire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Perceval, tiens, dites une phrase au hasard pour voir. J'apprécie les fruits au sirop. Ah! Oui, puis j'ai rien. Arthur, c'est la guerre! Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Là, honnêtement, je saurais pas dire. Arthur, j'apprécie les fruits au sirop! Non, c'est bon, ça risque rien. Tu l'as un petit peu dit au début, donc on sait que c'était plutôt des nobles, mais est-ce qu'on sait vraiment à qui ont servi concrètement ces manuscrits et par qui ils avaient été écrits d'ailleurs ? Ces manuscrits ont été très certainement écrits par des professeurs de français en Angleterre. Pour les deux premières versions, 1396, 1399, les textes ne sont pas signés, donc on n'a pas de traces. Par contre, celui de 1415 évoque, du moins fait la publicité d'un professeur au sein même de son texte. C'est-à-dire qu'il y a un petit dialogue entre un élève, un garçon de 12 ans, sa mère et un homme qui voyage. Et sa mère dit à l'homme qui voyage, « S'il vous plaît, emportez mon fils à Londres, puisque j'aimerais qu'il apprenne, qu'il ait une éducation. » Et l'homme lui dit, « D'accord, je vais interroger votre fils. » Et il demande au fils, « Que sais-tu dire? Que sais-tu faire ?» Et l'enfant répond, « J'ai passé 6 mois, 10 ans, j'ai passé 6 mois auprès de William Kingsmill, écrivaine, en moyen français, donc William Kingsmill. Et c'est par ce nom-là, en fait, on sait que c'est l'auteur, ou du moins c'est le copiste qui a recopié le texte de l'auteur William Kingsmill. Et c'est presque du placement de produit, en fait. Ah, complètement. C'est presque marketing, hein. Mais c'est vraiment, la publicité. C'est-à-dire que William Kingsmill était effectivement un professeur, si je ne m'abuse, de l'université d'Oxford. Il enseignait le français à l'université, donc déjà enseigner le français, ça donne aussi une idée du statut du français en Angleterre. Et c'est une manière pour lui, en écrivant la manière de 1415, de faire sa petite publicité et de montrer que ce petit garçon de 12 ans, qui ensuite va réciter une leçon à l'homme à qui il s'adresse, finalement il se débrouille plutôt bien et que c'est un gage de qualité, c'est une garantie d'apprendre le français auprès de William Kingsmill. Si vous apprenez auprès de lui, vous saurez parler aussi bien que cet enfant. La preuve, on parle de lui presque 600 ans après. Voilà. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les différentes versions ou c'est globalement la même chose ? Si, il y a des différences. Il y a vraiment des différences. La première manière est la plus dense, en fait. C'est même la plus riche. Il y a beaucoup de dialogues dans différentes situations. Il y a même des scènes de drague. On a des scènes de séduction. On vous apprend à draguer comme au XIVe siècle, par exemple. Donc ça, c'est assez croustillant. Ça aussi, on le mettra sur le site si ça intéresse des gens. On sait jamais. On sait jamais. Après, je vous garantis pas que ça fonctionne. C'est la manière la plus diverse, la plus riche. La manière de 1399 reprend un peu le principe du dialogue de toute manière. On a des thèmes qui sont communs, mais elle est beaucoup plus technique. Donc on va vraiment avoir des sortes de listes dialoguées, par exemple, pour vous apprendre à saluer convenablement quelqu'un. Donc vous allez avoir un enchaînement de répliques. Par exemple, je vous salue, beau sire, et que Dieu vous donne le bonjour. Une autre réplique, que Dieu vous bénisse, beau sire. Bon, voilà, c'est très répétitif. C'est juste didactique. Donc ça, c'est plutôt la manière de 1399. Et celle de 1415, elle est assez particulière, elle est aussi avec des dialogues, mais elle se situe beaucoup plus en Angleterre, paradoxalement. Les dialogues sont en Angleterre. Et en fait, on suit un voyageur, disons, qui arrive dans une auberge et qui va discuter avec plusieurs personnes. Donc on ne bouge plus.
dans la manière de 1415, alors que dans les premières, on voyage un peu. Et d'ailleurs, oui, je parle de voyage parce que les manières de langage, alors c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon mémoire, c'est que je pense que les manières de langage n'étaient pas vraiment des manuels scolaires. Elles ont pu servir de manuel scolaire, c'est-à-dire qu'un professeur avait un exemplaire et faisait la leçon aux élèves, mais je pense que c'est pas l'usage le plus intéressant des manières de langage. Je pense que c'était un texte qui devait se consulter de manière autodidacte. J'ai pu le constater par le format même, en fait. Alors, j'ai pu constater avec un manuscrit qui est situé à la BNF donc de Paris, qui est le seul à être en France, et j'ai vu qu'il était de petite taille. Donc, ça devait être un ouvrage portatif qu'on met à la poche, un livre de poche, si vous voulez. Et donc ça montre bien que c'est pas vraiment le manuel du professeur. Ça ne l'exclut pas, mais je pense pas que c'était l'usage premier. Et également, qui dit petit ouvrage dit ouvrage transportable. Et qui a besoin de transporter un manuel de conversation du français en Angleterre, je pense que ce sont soit des voyageurs, soit des marchands. Donc un public plutôt bourgeois. Et les bourgeois ont de plus en plus accès justement à la lecture, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et tu nous as raconté plein de choses sur ces manuscrits et sur ces textes, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris en les étudiant ? Déjà, donc c'est la nature en soi du texte, qui moi je pensais pas que ça existait. Un manuel de conversation au Moyen-Âge, j'ai été très surprise. Ensuite, c'est la diversité des dialogues et des registres de langue utilisés suivant le statut des personnages. Ça donne aussi un panorama, en fait, du français parlé. On ne nous enseigne pas le français écrit, on nous enseigne le français tel qu'il est parlé, tel qu'il se veut être parlé en France, puisque rappelons que ce sont toujours des auteurs anglais qui ont rédigé le manuel et qui n'ont pas forcément mis les pieds en France, on n'a aucune preuve. Et puis, ce qui m'a surprise aussi, donc la nature, mais la forme du texte qui est polymorphe, qui prend pas mal de formes. Il y a des dialogues surtout, mais il y a des listes aussi. Il y a un éloge de la langue française. Il y a cette leçon récitée par un enfant de 12 ans pour faire la promotion de l'auteur. Voilà, c'est une sorte d'ovni qui, moi, m'a plu. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans tes recherches ? Alors, la première difficulté à laquelle je me suis heurtée, c'est le fait qu'il y a très peu d'études sur ce texte. Il y en a eu dans les années 2000-2010, mais c'était plutôt des petits articles ou des chapitres d'ouvrages. Donc j'avais pas beaucoup de bibliographie pour commencer. Donc c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Donc inconvénient parce que j'avais tout à faire presque, mais c'est un avantage parce que ça me laisse le champ libre. Donc ça m'a un petit peu entravée. Ensuite, ce qui a été difficile, c'est de comprendre vraiment le contexte historique, la guerre de 100 ans, la période, pourquoi ces 3 dates, etc. Ça a été un compliqué. Aussi, comme je travaille sur la perception des Français par les Anglais, il fallait que je travaille un peu l'histoire des mentalités. L'histoire culturelle anglaise. Donc déjà, par rapport à l'époque, on n'a pas énormément d'informations, parce que au Moyen-Âge, c'est assez difficile de trouver précisément, par exemple, des traités de sociologie, par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est assez difficile à percevoir. J'ai dû déduire, finalement, beaucoup de choses. Mais j'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages historiques pour vraiment comprendre quelles étaient les relations franco-anglaises. Et aussi, la plus grande difficulté, je pense, c'est que je ne suis pas anglaise. Donc je n'ai pas les références culturelles de quelqu'un qui est anglais. Je n'ai pas ce regard, déjà naturellement, on va dire, d'une personne anglaise sur un français. Donc tous les stéréotypes qui sont attachés aux français, je ne l'ai que de mon propre regard français. Donc c'est comme si je devais me regarder moi-même avec un œil étranger. C'est un peu bizarre. Ah oui, quand même. Ça demande une forme d'étrangement, et ça a été difficile de percevoir déjà les références anglaises. Peut-être que je suis passée à côté de choses peut-être pas énormes, mais peut-être que je n'ai pas saisi certaines subtilités. T'as demandé à des gens anglais de t'aider ? Non, j'ai lu des ouvrages d'auteurs contemporains qui ont travaillé la période pour justement voir ce qu'ils disaient. Ils ont mis l'accent, par exemple, davantage sur l'arrogance des Français. Donc ça, je me suis dit, bon, ça c'est une piste, il faut que je la creuse parce que je ne l'avais pas forcément saisie. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est très subtil. C'est un travail de nuances. C'était assez... J'avais parfois l'impression de marcher sur des œufs. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un regard d'outsider. C'est d'être vraiment être entre deux rives, d'être dans cet espace un peu neutre, même si je suis française. Donc forcément, malgré moi, j'ai un inconscient et j'ai une représentation des Anglais, etc. Donc ça amène à travailler l'approche culturelle, transculturelle, de se poser des questions sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on représente aux yeux des autres, comment est-ce qu'on les perçoit. Maud, en t'entendant, j'ai quand même l'impression que tu as fait plus un master d'histoire qu'un master de littérature. Alors, qu'est-ce qu'il y a de littérature dans ton mémoire ? C'est une très bonne question parce que j'ai passé le premier semestre de mon M1 à bosser sur des bouquins d'histoire.
de la guerre de Cent Ans, Boris Bov, tout ça. Et au début, comme toi, je me suis dit, mais je vais faire un mémoire d'histoire finalement à la fin. Eh ben non, puisque j'ai tout de même étudié, on va dire, la langue, le côté linguistique, forcément, puisque j'ai pris en compte la nature du texte, qui est un manuel de conversation. Et c'est surtout que j'ai voulu prendre un axe politique et littéraire de l'œuvre. Puisque les manières de langage, dans le peu d'études qui les ont travaillées, ces manières de langage sont souvent considérées comme simplement un texte didactique, un texte qui enregistre des faits de langue. Voilà, c'est intéressant linguistiquement parlant, puisque ça donne... c'est comme si on avait une oreille un peu dans le XIVe siècle, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ces études linguistiques évacuaient tout de suite la qualité littéraire, la qualité esthétique du texte. Or, nous, en littérature, ce qui nous intéresse, c'est justement l'esthétique, c'est la forme. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout écrit, alors avec exception du type les écrits juridiques, les écrits vraiment administratifs, mais on considère généralement que tout écrit au Moyen-Âge peut rentrer dans de la littérature, ce que nous, aujourd'hui, on appelle littérature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des études sur des livres de recettes médiévales. Et ça va être de la littérature. On peut très bien, oui, étudier des chansons de gestes, des choses plus classiques, on va dire, qui sont considérées classiquement comme de la littérature, mais tout ce qui va être des objets, voilà, entre deux, est-ce que c'est didactique uniquement ou est-ce que c'est historique, des choses qui sont un peu à cheval, ça, nous, en littérature, on les intègre et on se dit, s'il y a eu des écrivains, s'il y a eu des auteurs qui ont écrit ces textes-là, c'est qu'ils ont quand même conscience de mettre à l'écrit, donc de mettre dans une forme. Ils ont conscience de cette forme-là. Ça se reflète par l'incorporation de listes dans mon texte, et c'est un phénomène littéraire. Par essence, il y a beaucoup de listes. Alors plus tard, François Villon va utiliser énormément les listes. On en a chez plusieurs auteurs médiévaux. C'est un procédé littéraire qui est utilisé par les auteurs, donc on peut s'appuyer sur ça. Également, il y a, alors pour vous dire le côté complètement singulier des manières de langage, c'est que dans la première manière de langage, il y a le récit qui s'appelle « Récit du mari battu, cocu et content ». Ouah. C'est un récit, c'est-à-dire que on est dans une auberge, un homme discute avec une femme, il va lui dire « Oh, j'ai un conte sous le coude, j'ai bien envie de vous le raconter, vraiment, c'est le meilleur conte que j'ai jamais entendu. » Et il raconte cette histoire du mari battu, cocu et content, bon, tout est dit dans le titre, et qui finalement donc, va faire ce récit-là. Et donc tout de suite, nous, sur les éditions modernes, on tombe sur de la prose, on n'est plus du tout dans le dialogue, on a une petite histoire qui nous est racontée, avec une morale à la fin. Et ensuite, on reprend avec le dialogue, l'homme et la femme discutent de ce conte-là. Et il se trouve que ce récit du mari battu, cocu et content, il est directement issu de la 7e nouvelle de la 7e journée du Décaméron de Boccace. Oula, attends, tu peux nous resituer ce que c'est ce texte ? Le Décaméron de Boccace, alors Boccace est un auteur italien du XIVe siècle, et le Décaméron c'est un gros texte, c'est 100 nouvelles en fait. Boccace a écrit 100 nouvelles, c'est-à-dire que c'est 10 personnages qui discutent pendant 10 jours. Et chaque jour, chaque personnage doit dire une nouvelle. Donc à la fin, ça fait 100 nouvelles. Et il a été énormément inspirant, ce texte-là, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et jusqu'à se retrouver dans un texte didactique anglais. Donc c'est dire la portée. Et Maud, est-ce qu'on a des manuscrits qui proposent l'approche inverse, c'est-à-dire un point de vue français sur la langue anglaise ? Oui, et même, j'ai envie de dire, il y en a davantage. Justement, des textes qui vont dans mon sens, c'est-à-dire des textes anglais qui donnent un point de vue sur la France, les Français, il y en a pas énormément. Par contre, on en a davantage dans le sens donc texte français qui donne un point de vue sur la langue anglaise, notamment dans le roman de Renard. Il y a un épisode où Renard a besoin de se grimer, alors il a besoin d'échapper toujours parce qu'il a fait une bêtise, donc il a besoin de se dissimuler pour ne pas qu'on le reconnaisse, et il prend un accent anglais. Donc c'est donc quelque chose d'assez cocasse, il prend un accent anglais pour se faire paraître étranger. Donc on a ça par exemple. Et je tiens juste à noter que on avait parlé du roman de Renard dans l'épisode 3 du podcast, donc allez réécouter, on avait dit à quel point en fait Renard était quelqu'un de complexe. Donc on a ça déjà, et puis aussi il y a une farce qui est je pense assez éloquente qui s'appelle Les deux Anglais et l'Anel, donc littéralement les deux Anglais et l'agneau ou l'agnon, parce qu'en fait toute la farce repose sur la mauvaise prononciation du mot Anel. Ce sont deux Anglais, il y en a un qui dit « Oh, j'ai bien envie de manger de l'agneau ce midi », et l'autre qui va dire « Bah très bien, je vais en acheter un au marché ». Il va au marché et il dit au marchand, donc en France, ils sont en France, il dit au marchand « Bonjour, je voudrais un anel ». Et le marchand est étonné, il dit « Un anel, vous êtes sûr ?»« Oui, un anel ». Et il lui donne quelque chose, bon, très bien. Et le soir, les deux Anglais dînent. Celui qui avait demandé à manger de l'agneau dit « Mais je trouve que quand même, la cuisse de l'agneau, elle est grande quand même. Enfin, t'es sûr que c'était un agneau que t'as pris ?» Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont mangé un anon
parce qu'ils n'ont pas, en ancien français, Anel, enfin l'agneau se dit Agnel. Oh là là. Donc voilà, ça se moque de la prononciation des Anglais en français, qui savent pas bien parler français, ils savent pas parler bien avec l'accent français, la bonne prononciation, etc. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça de textes français qui ont une portée comique, qui sont assez satiriques vis-à-vis des Anglais et de leur langue. Et Maud, comme je le disais au début, ça fait quelques semaines, maintenant quelques mois que tu as soutenu ton mémoire. Qu'est-ce que tu fais depuis ? Est-ce que tu as déjà des plans pour la suite ? Oui, alors ce que je fais depuis, c'est que je me renseigne activement sur l'agrégation de lettres modernes, puisque je compte la passer pour la session 2021. Donc ça, c'est mon plan, on va dire, à court moyen terme. Ensuite, pourquoi pas, je me pose la question, pourquoi pas continuer en thèse j'imagine sur peut-être la même période, puisque je trouve que c'est une période assez riche, qui du moins m'intéresse, donc fin du Moyen-Âge. Mais je pense toujours continuer dans cette approche transculturelle. Pourquoi pas croiser différentes aires linguistiques, étendre cette recherche-là. Ou alors me concentrer vraiment sur l'Angleterre avec d'autres écrits, comme ceux de Charles d'Orléans notamment, qui était un poète français à la cour d'Angleterre, qui a été prisonnier en Angleterre. Donc voilà, les pistes sont ouvertes. Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je ma pelle. Great. Okay, faster. Je ma pelle. Je m'appelle. Mais Popo! Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus pourquoi les Anglais nous perçoivent comme des gens arrogants, pourquoi il y a tant de tensions pendant les matchs France-Angleterre au rugby. Eh bien en fait, ça vient en partie du XIVe siècle et XVe siècle. Maintenant, grâce à toi Maud, on sait tout ça, donc merci beaucoup pour toutes ces histoires que tu nous as racontées. Merci à toi Fanny, c'était un plaisir de raconter toutes ces histoires et de partager aussi avec vous cette longue querelle franco-anglaise. Et pour les auditeurs, si le sujet de la littérature dans l'histoire médiévale vous intéresse, allez écouter donc l'épisode 3 où on parlait du roman de renard, mais aussi, il me semble que c'est l'épisode 35 où on parlait des femmes dans les fabliaux avec Albert. Allez voir tout ça. Et allez voir aussi tous les autres épisodes de Passion médiéviste où on parle du Moyen-Âge en long, en large, en travers. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site passionmédiéviste.fr, je vous ai mis une chronologie des épisodes. Vous voyez, une frise chronologique un petit peu à l'ancienne où vous pouvez choisir un thème. Je vous ai mis en fait des thèmes économie, art, femmes, politique, religion. Et vous pouvez un petit peu piocher comme ça dans cette frise pour choisir le sujet qui vous intéresse et écouter un épisode sur le thème. Vous verrez par exemple que, je sais pas pourquoi, mais j'ai un creux au XIe siècle. J'ai quasiment aucun épisode qui parle du XIe siècle. Mais par contre, pour la période dont on a parlé aujourd'hui du 14e, 15e, là j'ai plein de choses, donc allez voir sur le site. Je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu sur Tipeee ce mois-ci, c'est-à-dire Joël, Aude, Camille, Tiffany, Albert, Michael, Loïc, Asta, Manon, Annabelle, Anne-Sophie, Nicolas, Nathalie, Thomas et Hervé. Grâce à vous, le podcast va pouvoir encore plus se développer avec le lancement, si tout se passe bien, normalement début janvier, de Passion Antiquité, le podcast qui va être consacré à toutes les antiquités. Oui, il y aura un S à Antiquité. Et je remercie même en général toutes les personnes qui m'envoient des messages par quel que soit le moyen, que ce soit par Facebook, Twitter ou même par mail, donc à passionmédiéviste@gmail.com. Vraiment, vos petits messages tous les jours, ça me fait vraiment plaisir. Et pour le prochain épisode, vous aurez normalement en décembre une petite surprise avec un format que vous n'avez pas eu depuis un moment. Et début janvier 2021, dans l'épisode 47, nous allons partir pour l'Italie et rencontrer les condottières. Salut!